Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Nous sommes le samedi 10 juillet 2021. Bienvenue fidèles auditeurs de la Radio Publique Africaine à ce rendez-vous d'actualité dont voici le sommaire. La chasse aux militants du parti CNL continue dans différentes localités du pays. Ce vendredi, un responsable de ce parti en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura a été arrêté par le commandant du 212e bataillon, chef de la position militaire de la forêt de Rukoko. Toujours en page des droits de l'homme, les habitants de la colline Nyarurere, commune et province de Rutana, plaident pour la poursuite judiciaire d'Andy Mondelakouré, accusé d'avoir engrossé une orpheline de 16 ans. Les restrictions prises par les autorités burundaises à l'encontre de certains médias indépendants devraient être levées sans condition. Propos de Tom Gibson, représentant de l'Union européenne et responsable du plaidoyer au Comité pour la protection des journalistes, CPJ en sigle. Au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons de la lutte contre la famine au Burundi. Tout de suite, les détails. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Je vous le disais dans le titre, le responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi a été arrêté ce vendredi. Selon les informations sur place, il aurait été arrêté par un commandant du 212e bataillon, chef de la position militaire de la forêt de Rukoko. Sa famille ainsi que ses amis ne connaissent ni l'endroit ni le motif de son arrestation. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. Ce responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura s'appelle Eri Ngomirakiza. Comme la source de la RPA l'indique, ils fournissent des briquettes. Selon les informations recueillies sur place, Eli a été arrêté par le lieutenant-colonel Aaron Daishimiye, commandant du 212e bataillon. Notre source est témoin oculaire. Eli Ngomirakiza est fournisseur de briques. Son chauffeur et lui sont allés livrer les briques. Arrivés sur la route tout près de la Metarusa, le chauffeur faisait descendre les passagers lorsque les militaires qui étaient à bord du véhicule de type Hilux tout blanc ont fait descendre tout le monde du camion. C'était Aaron et sa garde. Ces militaires ont amené le convoyeur du camion qui transportait les briques. Une personne à l'intérieur de ce véhicule a dit que ce n'était pas lui qu'il cherchait. Quand ça a été le tour d'Eli, on l'a fait entrer dans ce véhicule. Sa famille ainsi que ses amis indiquent qu'ils ne savent pas où ils l'ont amené. Ils sont très inquiets pour sa sécurité. Le commandant Aaron est connu dans plusieurs crimes et cas de torture infligés à la population. On avait des informations qui disaient qu'il a été conduit au cachot du service des renseignements. Mais pour le moment, on a entendu que c'est Aaron qui est venu le conduire vers la Rukoko. On n'a pas de vraies informations car ni à la documentation ni Aaron ne confirme ce lieu de détention. D'où nos inquiétudes, sachant que toute personne arrêtée par Aaron Daishimiye est portée disparue. La famille de la victime ainsi que ses amis demandent aux administratifs de les aider de trouver le leur. La rédaction de la RPA a contacté colonel Floribert Wiyereke, porte-parole des militaires burundais, mais sans succès. Merci à Marie-Ange Irakoze. Toujours en page des droits de l'homme, le curé de la paroisse Muzinda en commune Rugazi, province de Bubanza, a été tabassé ce vendredi par des Imbonerakure, accompagné par des policiers dans la localité appelée Kibambre à Mousseigny en commune Manda. Le curé était en train de faire des enquêtes sur des actes d'un pasteur de la localité. Pour le moment, ce pasteur et un policier d'Inno de Mouroumé sont dans les mains de la police à Manda. De Bubanza pour nous rendre à Rutana, les habitants de la colline Nyarurere, commune et province de Rutana, plaident pour la poursuite judiciaire d'Andy Mondelakouré, accusé d'avoir engrossé une orpheline de 16 ans.
Cette Imbonerakure, en même temps responsable d'Odimezo d'Inyumbakumi, aurait manipulé la jeune fille en lui promettant de l'aider dans le partage équitable des terres avec ses frères. Actuellement, l'Imbonerakure intimide la jeune fille que si elle est de voir le père de l'enfant qu'elle porte, elle sera décapitée. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Cette Imbonerakure de la colline Nyarubere, commune et province de Rutana, accusée d'avoir engrossé une jeune fille de 16 ans, s'appelle Gilbert Nyoyitungira. Pour arriver à son objectif, son père de 4 enfants, en même temps responsable de 10 maisons, communément appelée Nyumbakumi, a manipulé la jeune orpheline en lui promettant de tout faire pour qu'au moment du partage des terres, elle aura une part égale à celle de ses frères. Hébergé chez sa belle-sœur, tout près du ménage de Gilbert Nyoyitungira, ce dernier profitait de l'absence des membres de cette famille pour la convaincre, comme l'indique cet habitant de la colline Nyarubere. La belle-sœur de cette demoiselle était partie pour vaquer à ses activités champêtres au moment où elle se rendait chez Gilbert Nyoyitungira pour demander du feu de chauffage. Ce dernier a profité de l'absence de sa femme et de ses enfants pour la convaincre, arguant qu'il l'aidera à partager les terres cultivables avec ses frères et a fini par l'abuser sexuellement. C'était en novembre 2020 et il a continué jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Après avoir été engrossée, la famille de la jeune fille a voulu savoir le responsable de cette grossesse, mais la victime a refusé de dévoiler l'auteur car il l'avait menacé de mort. Il l'a intimidée, arguant que si elle osera dévoiler le responsable de cette grossesse, elle sera décapitée car il n'y a personne pour la venger. Il a ajouté qu'il fait partie des fidèles du parti au pouvoir, qu'il n'y a donc personne pour l'inquiéter. Sa marraine de baptême, Sophie Nahimana, et sa belle-sœur, Angéline, ont décidé de l'emmener à l'hôpital pour faire des tests de grossesse. L'infirmier a confirmé son état de grossesse et elle a fini par dévoiler celui qui l'a engrossé. Selon les informations en provenance des proches de la jeune fille, les administratifs à la base, eux aussi membres du parti au pouvoir, ont essayé de protéger Gilbert Nyoyitungira afin qu'il ne soit pas poursuivi en justice. Constatant leur incapacité dans cette affaire, ils ont conseillé le responsable de cette grossesse, Gilbert Nyoyitungira, de quitter cette localité. Ce dernier a déménagé vers la localité de Rushemeza en commune Gitanga, sa région natale. Ayant appris qu'il est sur sa colline natale, l'officier de la police judiciaire a dépêché 2 policiers pour l'appréhender, mais ce dernier aurait été corrompu et l'ont laissé s'évader. D'après toujours nos sources, Gilbert Nyoyitungira se cache pour le moment dans la ville de Rumonge. La famille de la victime demande qu'il soit arrêté et traduit en justice pour répondre à ses actes. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Courte pause, nous poursuivons avec la page politique. RPA. Les restrictions prises par les autorités burundaises à l'encontre de certains médias indépendants devraient être élevées sans condition. Propos de Tom Gibson, représentant de l'Union européenne et responsable du plaidoyer au Comité pour la protection des journalistes, CPJ en sigle. Tom Gibson indique que la condition posée à la radio Voix d'Amérique de livrer d'abord un de ces journalistes burundais poursuivis par Gitega et les récentes condamnations de quelques journalistes sont des preuves irréfutables que la persécution contre les professionnels des médias persiste au Burundi. Suivez plutôt Tom Gibson, représentant de l'Union européenne et responsable du plaidoyer au Comité pour la protection des journalistes. Le Comité pour la protection des journalistes est choqué que le gouvernement a mis les conditions sur Voice of America pour recommencer leur opération. La demande de la part des autorités que M. Patrick Nduwimana, journaliste, est renvoyé au Burundi, nous trouvons que cette demande est scandaleuse. De telles conditions montrent clairement que les dangers pour les journalistes indépendants existent toujours et aussi pourquoi multiples journalistes doivent continuer à travailler d'exil. Les autorités doivent permettre à tous les médias à s'opérer, mais sans condition. Les médias doivent s'opérer librement. Et les autorités doivent annuler les condamnations de février contre les 7 journalistes en exil, y compris Nduwimana, pour leur complicité présumée dans la tentative de coup d'État en 2015. Les autorités doivent aussi lever les suspensions contre tous les radios privées, y compris Radio Publique Africaine et Renaissance, et lever le blocage sur le site Iwachu pour que les Burundais puissent
les regarder. Tom Gibson demande à l'Union européenne d'analyser scrupuleusement la situation de la liberté de la presse au cours des discussions entamées avec le gouvernement du Burundi pour éviter que le peuple ne continue à être privé de son droit à l'information. Suivez encore une fois Tom Gibson. Je dirais que l'Union européenne devrait examiner ses propres normes de quoi il s'agit une vraie liberté de la presse. En 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté les lignes directrices en matière des droits de l'homme sur la liberté d'expression en ligne et hors ligne. Ces textes mettent en place les normes que les délégations de l'Union européenne partout au monde doivent suivre pour protéger les journalistes sur le terrain. En principe, l'Union européenne défend le droit pour tous les journalistes partout au monde à travailler librement et sans conditions. Alors pourquoi pas au Burundi? Ils doivent se poser la question alors. Est-ce que les journalistes indépendants peuvent vraiment s'opérer dans cette manière? Et sinon, comment va-t-on changer la situation? Ils doivent aussi se poser la question à propos de l'accès d'informations. Il est clair que cet accès continuera d'être restreint au Burundi. Ça veut dire que les citoyens burundais ne pourront pas recevoir les informations qui leur importent, notamment sur les questions des droits de l'homme, la corruption et toutes les affaires gouvernementales. Les citoyens qui ont été expropriés des terres où sont implantés les sites d'extraction des mines de la société Tanganyika Mining Burundi à Mabayi ne devraient pas être dans une situation misérable, car le projet de cette société est censé impacter positivement plusieurs habitants de la localité. Propos de Maître Yves Runyagu, un des défenseurs des droits de la personne humaine. Maître Runyagu conseille ces personnes de s'adresser à la justice, car la loi burundaise protège les gens qui ont été dépourvus de leurs terres sans indemnisation. Suivez plutôt Maître Yves Runyagu. Nous avons appris la situation que vit actuellement certaines populations de la commune Mabayi de la province du Cibitoke suite à l'expropriation de leurs ménages par la société Tanganyika Mining Burundi. D'abord, pareille situation est prévue de longue date par la loi burundaise. C'est la loi numéro 1/13 du 9 août 2011 portant révision du code foncier du Burundi. En son article 424, cette loi prévoit que l'indemnité d'expropriation doit compenser le fait que des populations ont été expropriées comme ça sans aucune indemnisation et que ces mêmes populations, ou plutôt certaines d'entre elles, ont été logées provisoirement par la même entreprise. Nous en appelons quand même ici au gouvernement qui doit se positionner en premier plutôt en faveur de la population victime. Les derniers que je pourrais interpeller, ce sont les concernés eux-mêmes, donc les populations de Mabayi qui sont victimes, qu'elles continuent à réclamer leurs droits, qu'elles puissent continuer à plaider pour que leur situation soit réglée. Et si ce n'est pas réglé en leur faveur, qu'ils puissent porter plainte devant les juridictions compétentes, telles que prévues par la loi, et nous pensons qu'ils pourront obtenir réparation des dommages qu'ils auront subis. Les poussières du ciment fabriquées par l'entreprise de fabrication du ciment Burundi Cement Company Buseko en sigle peuvent causer différentes maladies à la population environnante de la commune Rugombo en province de Cibitoke. Propos d'un professeur de santé, le docteur Noël Myunghuru. Certaines de ces maladies qui peuvent attraper cette population sont des maladies de peau, des allergies des yeux, ainsi que des maladies respiratoires. Pour éviter les accidents liés à l'exposition prolongée au ciment, le docteur Noël Myunghuru conseille au gouvernement d'éloigner la population de l'usine de production du ciment. Suivez docteur Noël Myunghuru. La population environnante de l'usine de production de cimenterie, ici elle est très proche de l'usine, peuvent être affectés par l'exposition prolongée de la poussière du ciment et de la silice, la matière première qu'on utilise pour la fabrication du ciment, mélangée avec d'autres produits chimiques. Et alors, les conséquences sanitaires sont diverses au niveau de la peau, au niveau des yeux, au niveau des narines et au niveau respiratoire, des bronches et des poumons. Alors, sur la peau, les conséquences peuvent être variables, de la dermatite légère, une simple irritation, à l'eczéma. Et l'eczéma, il est très difficile à soigner
et c'est la forme allergique la plus grave. Et au niveau des yeux et des narines, si l'allergie se répète, ils peuvent entraîner des conséquences graves comme la sinusite chronique. Et au niveau des bronches et des poumons, le ciment peut réveiller les crises d'asthme à répétition et qui peuvent devenir chroniques, qui à son tour peuvent entraîner des bronchopneumopathies chroniques obstructives qui seront difficiles à soigner et l'individu pourrait être emporté par le manque d'oxygène. On signale que la silice peut entraîner la silicose, qui est une maladie chronique et qui peut à son tour donner un cancer. Il faut éloigner la population de l'usine de production. Et soit on déplace les populations ou bien on déplace l'usine en question et on l'installe à l'endroit très éloigné. Toujours en page santé, il y a des conséquences néfastes qui peuvent se manifester chez une adolescente qui a été violée lorsque cette personne n'est pas assistée psychologiquement. Réagit au psychologue Bienvenido Ayo. C'est après qu'un infirmier du centre de santé de Chavara en commune et province Rumongue a violé une adolescente de 16 ans. Selon le psychologue Bienvenido Ayo, une de ses conséquences est le blocage dans le processus de développement psychologique de l'agressé. Suivez Bienvenido Ayo. Les conséquences qui peuvent faire suite à une agression sexuelle sont multiples. Certaines sont immédiates, d'autres perdurent et deviennent même chroniques. Le cas présent de cet enfant de 16 ans qui a été victime d'un viol commis par un agent médical à qui l'enfant s'était confié pour lui donner des soins médicaux et la personne s'est transformée en bourreau. Ça devient un choc. Sûrement que lors du viol, l'enfant entre dans la sidération. C'est-à-dire que l'enfant perd même connaissance et ne parvient pas à relier ce qui se fait de ce qu'elle attendait. Elle va donc entrer dans la confusion, une baisse de l'estime de soi, un sentiment de honte, du stress post-traumatique, de l'hypervigilance. C'est-à-dire que l'enfant aura toujours peur de ce qui est médical. Il aura même peur des hôpitaux, peur des centres de santé, peur des tabliers de ses médecins. Autrement dit, le viol va constituer tout un fardeau qu'il va porter pendant une très longue période. Raison pour laquelle il faut d'abord que l'auteur du viol soit puni et que l'enfant soit informé que son bourreau a été puni et il faut qu'elle puisse obtenir un suivi psychologique pour protéger et favoriser le processus de son développement psychologique. Elle était en pleine adolescence, qui est une période très cruciale pour les jeunes parce que c'est une période d'affirmation de soi, pensant à un futur meilleur. Une approche familiale, un encouragement des proches et la rassurer, faire tout ce qu'il faut pour qu'elle ne soit pas stigmatisée, parce qu'elle aura tendance à se retirer, à se mettre à l'écart, se souvenant de ce qui lui est arrivé. Il se fait remarquer un nombre non négligeable de personnes positives à la Covid-19 qui entrent au Burundi en provenance des pays voisins. Ces derniers entrent par les voies terrestres. Selon les rapports du ministère de la Santé, la majorité de ces cas importés proviennent de la Tanzanie, pays aujourd'hui confronté à une augmentation inquiétante de cas de contamination au virus. Le point avec Eric Nyonzima. Le 7 juillet 2021, il a été détecté, selon le rapport de situation sur la réponse à la pandémie du coronavirus, rédigé et publié le 8 juillet, 23 nouveaux cas. Parmi eux, ceux qui ont été importés et dépistés en provenance des pays qui font face à la nouvelle variante Delta du coronavirus. 5 des cas ont été dépistés au niveau des points d'entrée terrestres en province Muyinga et plus précisément à Kobero, frontalière avec la province Kagera, située en Tanzanie. Il a été détecté 3 cas. Un autre cas a été détecté à province Makamba, frontalière avec la province d'Okigoma. En zone Gatumba, frontalière avec la République démocratique du Congo, il a été détecté un cas. Des autres cas importés ont été détectés à l'aéroport international Mekion Dadaye à provenance du Kenya. Ils sont nombreux les cas positifs à la Covid-19 détectés au niveau des points d'entrée terrestres en provenance de la Tanzanie. Ainsi, par exemple, dans ce rapport publié le 14 juin dernier, l'OMS avait signalé en mars et avril 2021 221 cas de Covid-19 dans les provinces de Makamba, Muyinga et Ruyigi, toutes frontalières avec la Tanzanie. Dans ce rapport intitulé Tableau de bord de suivi des flux frontaliers à la République unie de Tanzanie mai 2021,
2021, rapport qui fournit une analyse des tendances de la mobilité des populations, l'OMS faisait remarquer qu'au mois de mai cette année, un total de 35 079 mouvements ont été observés à 5 points d'entrée non officiels vers ou en provenance de la Tanzanie, soit une augmentation de 6,2% par rapport à la moyenne quotidienne des mouvements observés en avril 2021. Selon toujours l'OMS, pour cette organisation onisienne, 83,1% de ces mouvements sont faits à pied, 13% à vélo et 3,9% à moto. L'OMS précise cependant que la plupart de ces mouvements avaient une durée d'une journée. Dans l'entretemps, parmi les provinces citées par la présidente Samia Suluhu de la Tanzanie comme ayant déjà des cas de la troisième variante de la COVID-19, figure la province de Kagera frontalière à la province Muyinga, une province qui à elle seule enregistre environ 25,3% des mouvements suivis par l'OMS, d'où il y a raison de craindre l'importation de cette variante vers le Burundi. Il en est de même pour d'autres pays de la sous-région, dont la RDC, où la variante Delta de la Covid fait rage. Merci à toi, Eric Nyonzima. Les habitants de la zone Gatumba s'insurgent contre les sommes d'argent soi-disant destinées au déplacement des agents de la commune. Ce dernier exige à tout habitant de la place de les verser un montant afin qu'il procède à la délimitation de les parcelles, une délimitation essentielle pour l'enregistrement et le paiement de l'impôt foncier. Plus de détails avec Eroge Diveremech. Ces habitants dénoncent le comportement des agents mis en place par la commune pour enregistrer et délimiter leurs parcelles. Ces agents doivent d'abord être payés des sommes d'argent pour se rendre sur le terrain et faire leur travail, des sommes dites de déplacement. Ces individus qui inscrivent nos parcelles demandent beaucoup d'argent. Ils demandent 10 000 francs de frais de déplacement. Même si vous êtes au nombre de 5 ménages dans un même périmètre, chacun donne cette somme pour que cet agent fasse son travail. Il devrait penser au moins à diminuer son montant car nous vivons actuellement dans la pauvreté. Autre chose, ils travaillent pour le gouvernement et sont rémunérés pour leur travail. Ces agents sont sous la supervision de la commune, indiquent les habitants de la zone Gatumba, et personne n'explique à la population l'utilisation du montant exigé. Ce sont des natifs d'ici à Gatumba. Ceux-ci demandent des explications pour comprendre pourquoi une telle somme est exigée alors que ça leur prend au maximum 5 minutes pour arriver jusqu'à ton domicile. Ils te répondent que tu n'es pas à mesure de comprendre comment ils travaillent. Tu peux expliquer à l'agent que tu peux au moins lui payer un taxi vélo pour aller ensemble, mais il te dira aussi que sans les 10 000 francs burundais, il ne bouge pas. Les habitants de la zone Gatumba demandent que ces sommes d'argent ne soient plus exigées et que ceux qui en demandent soient sanctionnés. Vous saurez également que ces habitants ont d'autres sollicitations qui se rapportent au paiement de l'impôt foncier. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi aussi, Eroge Diveremech. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique refute les informations alléguant certains abus dans la démolition des constructions anarchiques en cours. Dans un point de presse de ce vendredi, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mouriquier, a indiqué que la mission de vérification sur terrain dépêchée du 5 au 8 juillet 2021 a rapporté que cette activité se déroule sans aucune irrégularité dans tout le pays, avec la coopération des citoyens eux-mêmes. Cependant, le ministère de la Sécurité publique invite les citoyens qui auraient des réclamations fondées à faire à les présenter aux autorités compétentes. Il appelle également les autorités administratives et policières à veiller à ce que cette démolition prenne fin dans tout le pays avant la fin de ce mois de juillet. En page société, les habitants de la ville de Gitega dénoncent le comportement des motards de la place qui met en danger la vie des passagers. Ayant pris l'habitude de transporter plus d'une personne sur leur moto et au vu des agents de la police de roulage, ces habitants demandent aux autorités habilitées de mettre fin à cette pratique pour le bien de la population. Les détails avec Emma Brenechim. Ces derniers jours, les motards de la ville de Gitega outrepassent le code de la route sans s'inquiéter de rien. En effet, ils n'hésitent plus à transporter 2 à 3 passagers à bord d'une seule moto. Mais, ce qui frustre le plus les habitants de Gitega, c'est que cela se passe au vu et au su des agents de la police qui ne font que regarder ailleurs. Des informations en provenance de la ville de Gitega font savoir que ces motards qui violent la loi sont surtout ceux qui font le trajet qui relie la ville de Gitega aux autres communes.
Pire encore, révèlent toujours nos sources à Gitega, même les policiers se font transporter à 2 ou à 3 sur une moto qui ne devrait pas dépasser un seul passager à la fois. Un comportement qui, selon les habitants de la place, met en péril la vie des passagers, en plus de la mauvaise image que cela donne pour un pays qui dit rouler en marge de la loi. Dans ce fait, ces habitants demandent à la police de se désolidariser avec ces motards et faire leur travail avant que l'irréparable n'arrive, vu que son genre d'attitude est à l'origine de la plupart des accidents de la route. Merci à toi aussi, aimable Nishimwe. Les habitants du village de Nyakiga, commune Butaganzwa en province de Ruyigi, dont les déplacés et les rapatriés de la Tanzanie vivent dans de très mauvaises conditions. Plusieurs de leurs maisons se sont écroulées et ils n'ont plus d'abri. Ils demandent au gouvernement et à toute âme charitable de leur venir en aide en leur construisant des maisons durables. Le point avec Francine Mahou. Ce village de Nyakigina est situé sur la colline Muriza, sur la commune Butaganzwa. Construit en 2008, il abrite les déplacés internes de 1993 ainsi que les rapatriés venus de la Tanzanie. Jusqu'à la fin de l'année 2012, ces déplacés étaient au nombre de 404 et vivaient dans 104 maisons. Parmi ces maisons, 24 s'étaient déjà écroulées. 69 autres se tenaient qu'à un fil. Seules 11 maisons étaient encore en bon état. 13 ans après la construction de ce village d'Opé, la situation s'est empilée. Ces habitants disent qu'ils vivent comme des animaux car ils n'ont presque plus de toit. Pire encore, lors de la saison des pluies, en plus de froid, les maisons se retrouvent inondées et les occupants ont du mal à trouver un espace où dormir. Une situation qui désespère les habitants de la place qui se considèrent comme des délaissés. L'une d'entre eux témoigne. En réalité, si tu regardes comment vivent les rapatriés de la Tanzanie et les déplacés internes qui habitent dans le village de paix de Nyakinga sur la colline Muriza, c'est vraiment horrible. On dirait que ce sont des animaux. Les maisons en briques non durables qu'on leur avait érigées se sont écroulées. Ceux qui ont les moyens ont essayé de les réhabiliter à l'aide des cordes et des branches d'arbres, mais en vain. Ils vivent toujours dans de très mauvaises conditions. Indigents pour la plupart, ces déplacés sont dans une pauvreté sane et demandent aux autorités du pays et à tout bienfaiteur de leur venir en aide et de leur construire des maisons durables afin qu'ils puissent vivre en toute dignité comme d'autres Burundais. Merci à toi aussi Francine Mahoro. Courte pause, nous poursuivons avec le mini-magazine au cœur de la société. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons de la lutte contre la famine au Burundi. Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, plus d'1 million d'habitants sont actuellement en insécurité alimentaire élevée selon les statistiques fournies par certaines organisations internationales. Le président de la République, lui, estime qu'aucun Burundais n'est menacé par la faim dans le pays. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 10 juillet 2021, nous revenons sur ces chiffres et sur la sécurité alimentaire qui concerne le pays classé parmi les plus pauvres du monde. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Il y a environ une semaine, c'était lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a dit qu'aucun Burundais n'était menacé par la faim. Regardez comment nous sommes donnés corps et âme pour lutter contre la faim. Et voilà qu'aujourd'hui, aucun Burundais ne souffre de la faim. Je vous ai toujours dit que chaque bouche doit avoir de quoi mettre sous la dent et chaque poche son argent. Ceux qui ont cultivé du maïs, vous avez vu comment s'est passée la récolte. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous comparez le maïs à l'argent? Alors, tout cela, c'est notre investissement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous pouvons dire que c'est possible. Mais certaines organisations internationales ne sont pas du tout de cet avis. Le rapport de l'Integrated Food Security Phase Classification est décrypté par Vanessa Muhiteka. Entre avril et mai 2021, plus d'1 million de personnes au Burundi
ont connu des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, classés en crise au pire en raison des inondations, du déclin économique et de l'effet de la crise. Selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire pour cette période, 107 000 personnes sont classées en situation d'urgence, alors qu'1 506 000, soit 13%, sont en phase de crise. Les chocs récents incluent la pénurie d'eau qui a compromis les récoltes de céréales et de légumes. Les inondations ont particulièrement affecté les activités sur le littoral du lac Tanganyika dans un contexte de perturbation des activités transfrontalières suite au renforcement des mesures de prévention contre la pandémie de COVID-19. Avec la prochaine récolte de la grande saison culturelle B, de juin à septembre 2021, la population en situation d'insécurité alimentaire élevée est susceptible de passer de 1,61 à 1,4 million de personnes. Ce cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire recommande entre autres de fournir une assistance alimentaire directe en nature ou en cash aux populations classées en phase de crise et d'urgence afin d'éviter une probable... Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 10 juillet 2021. Merci de nous avoir suivis. Emile Wasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Emile Wasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait ce journal. Bon week-end à tous. Au revoir.